Bonjour à toutes et à tous. Donc, merci de nous rejoindre pour ce 84e briefing de la saison. Comme d'habitude, sans plus tarder, sans transition, comme on dit, je vais passer la parole à Arnaud, puis à Igor. Donc, messieurs, quelles sont les nouvelles? Merci Gilles. Les événements principaux de ces derniers jours, de ces dernières heures, ce sont évidemment les suites de la mobilisation partielle annoncée mercredi dernier par Vladimir Poutine. Ces suites, ces répercussions sont nombreuses. D'abord, des manifestations dans certaines villes de Russie, principalement mercredi et samedi dernier. Environ 2000 personnes qui ont pratiquement toutes été interpellées. À chaque fois, il s'agissait de manifestations peu nombreuses, quelques dizaines de personnes, donc ici, qui ont donné lieu à des arrestations immédiates par les forces de l'ordre. Il y a quelques points un peu plus chauds que les autres, en particulier ces dernières heures au Daghestan, où ça passe mal, plus mal qu'ailleurs. Encore une fois, ailleurs en Russie, il y a un très fort émoi au sein de la population. Je le répète, l'annonce de Vladimir Poutine a constitué un choc, mais on n'est certainement pas à la veille d'émeutes ou a fortiori d'une révolution. En revanche, au Daghestan, très localement, sans doute parce que le Daghestan a déjà beaucoup contribué avant la mobilisation partielle dans les rangs de la garde russe, de l'armée, eh bien, on voit qu'il y a des femmes en particulier qui sortent dans la rue et des arrestations beaucoup plus musclées qu'ailleurs. Cela nous renvoie à ce que j'évoquais la semaine dernière, c'est-à-dire une répartition géographique assez inégale de la mobilisation, avec des périphéries au sens large et des républiques nationales en particulier qui sont manifestement sursollicitées. Euh, Parmi les autres conséquences visibles de l'annonce de Vladimir Poutine, il y a des mouvements vers les frontières de la Russie, frontières terrestres et aériennes. Alors, les frontières terrestres, c'est essentiellement la Finlande, avec 17 000 franchissements de frontières ce week-end. C'est 80% de plus que la semaine dernière. Géorgie, avec des chiffres beaucoup plus élevés, mais en proportion, c'est pas beaucoup plus que d'habitude en réalité. Mais également le Kazakhstan, avec cette particularité qu'on n'a pas besoin de passeport pour aller au Kazakhstan, et la Mongolie pour les gens d'Irkoutsk apparemment et de Sibérie orientale. Et puis on sait que les vols vers Erevan en particulier et Istanbul sont pleins. Il y a peut-être aussi la Biélorussie, mais c'est sans doute un havre moins fiable et moins sûr. Euh, alors qui quitte la Russie en ce moment et combien de personnes ça représente? Ce ne sont pas les mobilisables, ou en tout cas les mobilisés, puisque on a appris que les services des gardes frontières ont reçu les listes de personnes interdites de sortie de territoire. Ce sont probablement des gens qui pensent pouvoir être concernés au cours de vagues ultérieures et de familles. Voilà. Pour ce qui est du chiffrage, une source, donc il faut prendre avec des pincettes, cité ce week-end par un média d'opposition, faisait état de 260 000 personnes. Je, je ne sais pas si ça correspond à la réalité, mais on parle sûrement de plus de 100 000 personnes. Euh, Parmi les autres répercussions, alors oui, les répercussions et les phénomènes que ça révèle, les réalités que révèle la mobilisation partielle décidée la semaine dernière, il y a une grande désorganisation qui ne surprend pas ceux qui connaissent la Russie. D'ailleurs, les personnes qui connaissent la Russie ne préjugeront pas du résultat. Elles savent que souvent les choses mal organisées au départ peuvent aboutir à des résultats à peu près conformes aux objectifs fixés. Je pense que les quotas fixés seront remplis, mais cette désorganisation a valu son poste à un vice-ministre de la Défense en charge précisément de ces questions-là, des questions de logistique et d'organisation, le général Bulgakov, qui a été démis de ses fonctions, signe qu'il y a des choses qui se passent pas très bien. Euh, Si l'on en vient maintenant, enfin si l'on sort plus précisément des événements politiques liés à la mobilisation stricto sensu, si l'on élargit un petit peu la focale, on voit
et on doit parler évidemment des votes, des référendums, entre guillemets, qui ont lieu actuellement dans les régions de Kherson, de Zaporogie, en tout cas dans leur partie contrôlée par la Russie, ainsi que dans les républiques populaires de Donetsk et de Lugansk. Je ne reviens pas sur les chiffres, hein. D'abord, le vote est en cours. Les chiffres valent ce qu'ils valent. Je n'en dirai pas plus. Bon, en tout cas, ce qui est important, c'est que ça a lieu et des résultats seront proclamés. Et plus important encore, semble-t-il, à l'issue de cette séquence, vendredi, dit-on, à Moscou, en tout cas c'est la rumeur qui circule, le président Poutine pourrait officiellement annexer ces territoires. Alors, en bon russe, on dira intégré probablement, ou rattaché. Cette procédure pourrait être suivie de l'adresse annuelle du président russe au Parlement, à l'Assemblée fédérale, qui était prévue pour mars et qui n'avait toujours pas eu lieu. Donc on s'attend à Moscou à un événement politique majeur en fin de semaine, événement majeur qui devrait, en toute logique, provoquer une nouvelle réponse occidentale, en l'occurrence un 8e train de sanctions européennes. La question étant de savoir, bien sûr, ce qui sera inclus dans ce paquet. Apparemment, mais Igor va en parler plus en détail, ce ne sera pas le plafonnement des prix du pétrole en raison de dissensions et d'impossibilité de trouver un consensus. Sans doute de nouvelles personnalités. On voit bien que, mais ça on le savait depuis le 7e en réalité, qu'il n'y a plus grand-chose à sanctionner qui ne nous revienne en boomerang avec des conséquences tout aussi fortes que pour les Russes. Quelques mots d'économie, mais là aussi je ne vais parler que de quelques points qui sont liés à la mobilisation partielle et à ce qu'on a vécu ces derniers jours. Quelques mots sur le budget russe. On a appris que les structures de force, c'est-à-dire le ministère de la Défense, mais également les services de renseignement, allaient obtenir une rallonge budgétaire de 23% pour l'année prochaine, ce qui n'est pas négligeable. On a également appris que les soldes des militaires allaient être revalorisés de plus de 10%. C'est plus, c'est 2 fois plus que les autres fonctionnaires russes. Autre point, autre interrogation, les conséquences économiques pour l'économie russe de l'annonce de la mobilisation partielle. Alors, on sait, c'est prévu par les textes, que les employés des industries de défense ne sont pas mobilisables, mais d'autres secteurs sont en train de négocier des exemptions et vont les obtenir. Les télécoms, tout ce qui est IT, infrastructures bancaires également. Et évidemment, alors ça c'est acquis, et voyant cela, eh bien d'autres fédérations, d'autres secteurs demandent eux aussi de telles mesures, et notamment le secteur de l'électronique, a-t-on appris ce matin. On estime à 1% de la population masculine âgée de 20 à 55 ans concernée potentiellement par la mobilisation, enfin concernée par cette première vague de mobilisation. Donc ça aura un impact forcément sur les indicateurs économiques, sur la production, sur le PIB. Et au-delà de la macroéconomie, sur le fonctionnement de certaines usines, hein, puisqu'on a appris que dans certaines régions, de l'Oural en particulier, où les effectifs se dénombrent certes en milliers, mais plusieurs dizaines de personnes avaient reçu des convocations. Donc il y a forcément une désorganisation, en tout cas des problèmes très concrets à résoudre pour les dirigeants d'entreprise. Et autre conséquence de ce que j'évoquais plus tôt, c'est-à-dire de l'accroissement des dépenses de défense, eh bien, la pression fiscale va augmenter. Et on sait déjà à peu près ce que ça va couvrir. C'est le GNL, hein, le gaz naturel liquéfié, qui bénéficiait, à la différence du gaz, j'allais dire classique, exporté par tube, bénéficiait d'une échelle fiscale très favorable. Eh bien, le ministère des Finances est bien décidé à niveler par le haut, si j'ose dire, la base d'imposition. Et donc, le secteur du GNL devrait fournir une contribution plus importante cette année, et peut-être d'ailleurs sans limitation de temps. Et par ailleurs, et ça concerne la population et donc la consommation, et on sait que de nombreuses entreprises françaises sont concernées par cela, eh bien, les tarifs
qu'on appelle en Russie les tarifs communaux, c'est-à-dire l'électricité, l'eau, vont augmenter de 9% en décembre, après avoir déjà fait l'objet d'une hausse en juin. Ça veut dire que ça sera plus que l'inflation. Ce qui est un signal assez négatif évidemment pour la population et ce qui aura un impact forcément négatif pour la consommation. Donc voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui sur quelques points politiques et économiques. Merci beaucoup, c'était passionnant comme toujours. Igor, peut-être plus sur les plans diplomatiques et étrangers. Merci Gilles. Bonjour à tous. Alors en effet, je vais aborder 3 points aujourd'hui pour ce qui est de la politique étrangère et la diplomatie. Tout d'abord, un point sur les relations entre la Russie et la Turquie, puis quelques éléments sur l'énergie, comme ça a été évoqué par Arnaud, et puis je terminerai avec quelques commentaires sur la crise des missiles de Cuba. Alors, sur Russie-Turquie, d'après le journal Yeni Safak, qui est un des principaux titres de la presse turque, la Russie pourrait ouvrir une ligne aérienne à destination de la République turque de Chypre du Nord, qui, comme chacun sait, n'est reconnue par personne sauf par Ankara, manifestement dès novembre prochain, dès le 15 novembre. Ce qui représenterait un enjeu pour les relations entre la Turquie et enfin entre la Russie et Chypre, Chypre du Sud entre guillemets, d'une part, mais aussi entre la Russie et la Grèce. En pratique, on parlerait d'un vol charter avec escale à Antalya, donc ce serait pas un vol direct, ce serait un vol qui se poserait à Antalya, débarquerait peut-être des touristes russes, embarquerait peut-être des Turcs qui souhaiteraient se rendre à la République de Chypre du Nord. Bon, ça reste à voir. Toujours est-il que si ce projet de vol, de nouvelle ligne aérienne, pardonnez-moi, à mon avis, est à inscrire dans le contexte de cette fameuse rencontre entre Poutine et Erdogan à Sochi le 5 août dernier, qui était très très longue, dont on a su très peu de choses au final à l'issue de cette rencontre. Et en toute hypothèse, j'ai tendance plutôt à inscrire ce projet de ligne aérienne plutôt dans le cadre du dossier syrien que dans le conflit en Ukraine. En tout cas, ce serait un geste très fort de la Russie si jamais elle décidait de se prêter à ce jeu-là. Et je serais curieux de savoir ce que les Russes auraient obtenu en contrepartie d'un tel, comment dirais-je, d'un tel projet de ligne aérienne. Alors, deuxième point, c'est l'énergie, puisque le chancelier allemand Scholz s'est rendu aux Émirats arabes unis pour signer un contrat d'achat de gaz naturel liquéfié. Alors, la quantité n'est pas colossale, hein, on parle de 137 000 mètres cubes de GNL livrables d'ici la fin de l'année pour l'Allemagne. Je rappelle que les Allemands, en théorie, cherchent à se sevrer, tout du moins à diminuer leur dépendance aux 56 millions de mètres cubes de gaz russe, milliards, excusez-moi, de mètres cubes de gaz russe qu'ils achètent annuellement auprès d'énergéticiens russes. Il y a aussi la question du diesel, puisque les Allemands vont acheter 33 000 tonnes de diesel dans le Golfe, enfin aux Émiriens en l'occurrence, et puis il y a un contrat pour une livraison mensuelle de 250 000 tonnes de diesel. Alors, ce qui renvoie à la question là aussi de chercher à se défaire du pétrole russe et des produits pétroliers russes, puisque c'est un des projets, une des ambitions des Européens dans le cadre, je crois, du 4e ou 5e paquet de sanctions, je me souviens plus. L'idée étant d'ici décembre de ne plus acheter une goutte de pétrole à la Russie d'une part, et d'autre part d'apposer un plafonnement au prix du pétrole russe pour, comment dirais-je, inciter les autres clients à ne pas acheter au-delà de ce prix sous peine de s'exposer à des sanctions. Bon, c'est un projet très ambitieux qui manifestement n'aboutit pas, en tout cas ne va nulle part à l'heure où on en parle, puisque selon un article de Bloomberg paru cet après-midi, ce projet de plafonnement serait repoussé, en tout cas ne serait pas envisageable dans les semaines, voire les mois qui viennent, puisqu'il donne lieu à trop de complications, comme chacun peut l'imaginer. Alors, dernier point sur la crise des missiles de Cuba. Pourquoi? Puisqu'on approche des 60 ans de cette crise, qui s'est déroulée en octobre 62, et par conséquent, ça a donné lieu à pas mal de réflexions dans le milieu des think tankers russes, avec des comparaisons entre ce qui se passe aujourd'hui et la crise des missiles de Cuba de 62. Des comparaisons d'ailleurs plus ou moins justes, je vais y revenir. Je vais juste citer les commentaires de M. Ryabkov, qui est vice-ministre des Affaires étrangères. Alors, c'est un des diplomates les plus chevronnés de la diplomatie russe. C'est quelqu'un qui était en charge notamment des questions de désarmement et de contrôle des armements avec les États-Unis. Donc, on est en plein dans son périmètre de compétences. Et lors d'une conférence en fin de semaine dernière, il a fait quelques commentaires assez intéressants. Alors, il regrette ce qu'il appelle le démontage des mécanismes de sécurité internationale et de contrôle des armements par les États-Unis, mais il a souligné néanmoins la
reconduction du traité New Start par l'administration Biden. Il s'en est félicité. Il a tenu à préciser que la confrontation directe avec les États-Unis et l'OTAN n'était pas dans l'intérêt de la Russie. Et selon lui, la résolution de la crise des missiles de 1962 était un exemple, enfin reste un exemple de volonté politique qui, selon M. Ryabkov, n'existe plus en Occident, tandis qu'il n'existe plus aux États-Unis, toujours selon lui, d'hommes politiques de la trempe de JFK, du président américain Kennedy. Donc, bon, établir un parallèle entre ce qui se passe aujourd'hui et la crise des missiles, en réalité, est assez discutable, puisque en 62, on était dans le cadre d'une symétrie, on pourrait dire presque parfaite, entre les deux superpuissances qu'on appelait les deux grands. Hein. Il n'y avait pas de conflit à Cuba. L'URSS avait déployé secrètement des missiles, mais il n'y avait pas de zone de combat entre proxy, on va dire, soviétiques mais par exemple les Américains, parce que justement, Castro s'était senti dans le besoin de demander à l'URSS de déployer des missiles pour éviter ce qu'il sentait venir comme une invasion américaine pour renverser le gouvernement communiste. Bon. Là, aujourd'hui, évidemment, la situation est tout autre. Les Américains livrent des armes, du matériel, du renseignement aux Ukrainiens. Ils proclament sans arrêt qu'il n'y a pas de guerre avec la Russie, qu'ils ne font pas la guerre à la Russie, que ce n'est pas dans leur objectif. Et selon le Kremlin, ils ignorent les lignes rouges en tout cas ce que la Russie considère comme des lignes rouges en Ukraine, mais qui manifestement n'ont pas été suffisamment clairement tracées, puisque on voit bien qu'il y a une espèce de flou sur lesquels les pays de l'OTAN jouent pour livrer du matériel. On est monté en puissance sur la qualité du matériel, et évidemment avec les conséquences que l'on connaît sur le champ de bataille, ce qui pousse donc certains observateurs, et non des moindres de la vie géopolitique russe, comme Dmitri Trenin ce week-end, dans un entretien à la télé russe, a expliqué que finalement, alors Trenin, qui est ancien directeur de Carnegie Moscou, qui est un des observateurs les plus chevronnés de la géopolitique de la Russie, spécialiste des relations entre la Russie et les États-Unis à l'origine, hein, et qui donc fait partie des 4-5 principaux commentateurs, experts, observateurs, comme je le disais, de la géopolitique russe. Et donc Trenin, ce week-end, explique que finalement, étant donné qu'à Washington, on ignore les lignes rouges de la Russie, on fait semblant en tout cas de ne pas les considérer, il suggère que finalement, il faut menacer clairement de représailles nucléaires non pas seulement les Ukrainiens, mais également les Américains pour créer un choc de l'opinion publique américaine, édifier l'opinion publique américaine, réinjecter de la peur dans le rapport de force entre les États-Unis et la Russie pour finalement niveler ce qui aujourd'hui est perçu comme une asymétrie défavorable à la Russie dans le conflit qui se déroule sous nos yeux. Voilà, je m'arrête là, Gilles, et on prend les questions-réponses. Merci. Alors, les questions sont diverses et variées. La première, le Kazakhstan serait-il un havre plus fiable et sûr que la Biélorussie pour les personnes souhaitant quitter le pays? Alors, j'imagine c'est des questions de souveraineté, d'extradition, quels sont les... En tout cas, le choix du Kazakhstan, il est fait par les personnes qui résident dans l'Oural, et notamment dans la région de Tchelabinsk. Là, c'est vraiment une logique géographique. Hein. Ces personnes vont au plus près, et la frontière franchissable aisément la plus proche, c'est la frontière du Kazakhstan. Il n'y a pas de comparaison avec la Biélorussie pour ces personnes-là. Juste quelques mots, bon, vous savez que la frontière avec le Kazakhstan est la plus grande entre la Russie et le Kazakhstan, c'est la plus grande des frontières. Il y a quoi, je crois, 2500 ou 3000 km de... Combien on a dit? Ouais. Ouais, même, voilà, enfin, c'est colossal, donc ce qui fait que les gens peuvent même s'imaginer passer par les checkpoints, mais pourquoi pas aussi passer par la forêt, comme on dit, et essayer de passer au vu et au su des autorités russes et kazakhstanaises, sauf que sur les réseaux sociaux qui relatent les phénomènes d'embouteillage à des postes frontières, et ce qui s'y passe, il y a également des cas concrets qui sont rapportés, manifestement, il y a 3 Russes qui ont tenté leur coup, enfin leur chance en passant par la forêt, qui se sont fait prendre par un garde-frontière mais kazakhstanais, qui les ont reconduits à la frontière russe, où ils ont reçu leur billet de mobilisation, où ils ont donc été ensuite mobilisés. Donc voilà, c'est pas forcément le havre pour tout le monde. Ouais. Je pense que la question était peut-être justement dans le cas de mobilisables qui se retrouvent soit au Kazakhstan, soit en Biélorussie. Est-ce qu'ils ont la garantie de pouvoir y rester tranquille ou est-ce qu'ils vont être livrés par les gouvernements locaux? C'est un peu ça. Est-ce qu'il y a des... Personne n'en sait rien, mais le degré d'implication dans l'affaire ukrainienne
incomparable entre la Biélorussie, qui de fait est co-belligérante, hein, puisque une partie des frappes aériennes part de là, l'offensive contre Kiev était partie du territoire biélorusse, et le Kazakhstan qui cherche à garder ses distances. Mais je ne préjuge pas de l'attitude des uns et des autres. On parle de pression des ultras sur Poutine. Est-ce vraiment le cas? Et qui sont ces fameux ultras? Sont-ils dans le cercle proche de Poutine? Les armées sont-elles derrière eux? Ont-ils les moyens de renverser Poutine? Nombreuses questions. Alors, c'est une nébuleuse, en fait, nébuleuse qui inclut évidemment une partie de l'appareil sécuritaire, sans doute euh, quelques généraux, quelques voilà, peut-être M. Prigogine qui a fait son coming out aujourd'hui en disant que finalement il était bien à l'origine de la création de la société Wagner. C'est surtout des pans entiers de l'opinion publique qui ont des relais médiatiques puissants, à la fois à la télévision. Alors, la télévision, on peut les actionner ou les débrancher en fonction des impératifs du jour. Je ne suis pas certain que ce soit les personnes les plus convaincues. Par contre, il y a des gens très convaincus sur les réseaux sociaux, des relais d'opinion, et ces gens-là, encore une fois, sont très bruyants. Ils avaient fait parler d'eux après l'assassinat de Mademoiselle Dogina, début août. Ils ont exprimé leur mécontentement après le revers militaire subi par la Russie dans l'est de Kharkov. Et ils pèsent sans doute plus lourd dans la société russe que les libéraux. Il faut en avoir conscience. Alors, ils reprochent de longue date en réalité à Poutine de ne pas aller assez loin, alors de ne pas assez loin contre les oligarques russes, de ne pas aller assez loin depuis quelques mois en Ukraine. Voilà, donc c'est une mouvance, une nébuleuse assez influente, assez bruyante. Est-ce qu'ils peuvent renverser Poutine? Je n'irai pas jusque-là, mais ils peuvent sans doute chercher à influer, oui, les choix du président russe. Et on peut penser que bon, le choix de la mobilisation, comme je le disais, n'était pas l'option privilégiée par le président. Je pense qu'il a tout fait pour l'éviter. Simplement, les militaires lui ont sans doute dit que sans cela, un deuxième Kharkov était probable. Or, pour le coup, on peut s'interroger sur l'impact qu'aurait pour la stabilité du système un deuxième revers militaire de cette ampleur. Quel serait l'impact de quelques centaines de milliers d'actifs consommateurs en moins sur l'économie russe? Oui, c'est ce qu'on évoquait. Alors, il y a l'aspect consommation, il y a l'aspect aussi outils de production. Alors évidemment, les mobilisables vont avoir des soldes très importantes, hein, minimum 205 000 roubles. Bon, ça fait beaucoup, c'est beaucoup plus que les revenus de la plupart de ces gens-là. Les mauvaises langues s'interrogeront sur combien vont pouvoir réellement consommer, combien reviendront, comment ça va se passer. Il y aura une désorganisation. Il y aura une désorganisation à court terme, et tout dépend évidemment de la durée du conflit. Peu de gens estiment que ça va se terminer rapidement. Donc l'horizon, c'est au moins jusqu'à l'été prochain. Enfin, je dirais le consensus, c'est plutôt ça. Donc ça aura un impact. Ça aura un impact. Est-ce que ce sera un point de PIB? C'est difficile à dire pour l'instant. Ce qui est clair, c'est que l'État va chercher à compenser. Compenser bon, les baisses de revenus éventuelles, compenser évidemment les budgets régionaux. Pour l'instant, il peut le faire. Il n'y a aucune raison qu'il ne puisse pas le faire en 2023, sauf scénario catastrophe. Et scénario catastrophe, c'est pas forcément les sanctions. Les sanctions, elles sont là. Le choc est en train d'être absorbé. Tout le monde comprend bien que le pétrole russe ne va pas disparaître. Et s'il venait à disparaître, c'est nous qui aurions un très gros problème. Par contre, il peut y avoir une récession mondiale. Et s'il y a une récession mondiale, mécaniquement, la demande en matières premières, et notamment en pétrole, chuterait. Et donc les prix du pétrole chuteraient. Et là, il pourrait y avoir un problème. C'est-à-dire que le contexte global pourrait faire ce que les sanctions occidentales n'ont pas réussi à faire. Précisément à propos de sanctions, vous avez parlé des sanctions européennes à venir. Qu'en est-il des contre-sanctions russes? Il y aurait une interdiction des moyens de transport, trains, camions européens en Russie à partir du 1er octobre.
Il s'agit plus d'un problème sur les biens plus que sur les personnes, puisqu'il s'agit d'une mesure symétrique. L'Union européenne a eu en son temps édicté un certain nombre de mesures extrêmement restrictives sur la circulation des camions russes dans l'espace européen, qui allaient du blocage pur et simple, on ne passe pas, ça c'est les États baltes, la Pologne comme toujours, les plus véhéments sur la ligne dure. Et les Russes font une mesure symétrique qui va les atteindre en fait beaucoup plus qu'elles n'atteindront l'Europe. Donc ça fait partie, selon nous, d'un de ces projets de loi qui vont appeler des amendements, des mesures d'exception, de contournement, et voilà l'un des dossiers sur lesquels on travaille actuellement avec nos interlocuteurs, notamment du ministère de l'Industrie et du Commerce et du ministère des Transports. A-t-on un premier retour des business de substitution, notamment comme le remplaçant de McDo? Je dois confesser ne pas visiter, enfin, ne pas être un client de McDonald's historique et ne pas avoir visité Vkusnaï Tochka. Je vois par contre qu'il y a du monde. Dans le centre de Moscou, le point historique, enfin le McDonald's historique, qui avait été ouvert en 90, je crois, sur la place Pouchkine, et dont la fermeture avait été présentée comme un symbole, comme la fin d'une époque. Pour le coup, je passe devant et je vois toujours beaucoup de monde, mais je ne saurais pas en dire plus. Apporter un témoignage personnel, puisque pour le coup, j'ai pu essayer, voir ce que ça donne. Mais ça n'engage que moi, parce que quand j'ai discuté avec des gens qui avaient des avis assez variés, moi j'ai trouvé qu'il n'y avait pas une énorme différence entre ce que proposait avant McDonald's et ce qui est proposé désormais. Il n'y avait pas la palette de tous les menus sandwich. Progressivement, ils en ont réintroduit de nouveaux. Il y a certaines offres qui n'étaient pas disponibles, comme pour les menus enfants. Bon, je vais pas trop rentrer dans le détail. Et d'autre part, le coin café qui existe dans les McDonald's, où on peut acheter divers types de café et de pâtisserie, n'existait pas au début, et ils les ont ouverts peu après. Donc au bilan, je dirais que c'est pas trop mal, et comme l'a dit Arnaud, ça ne désemplit pas, c'est toujours plein, et ils ont réactivé également les livraisons à domicile, donc ce qui veut dire que le circuit finalement refonctionne comme avant. Alors, une double question sur la fermeture des frontières. On parle donc d'une rumeur persistante de fermeture des frontières aux hommes russes mobilisables. Et puis, quels sont les scénarios de restriction aux frontières à venir, donc pour les citoyens russes et étrangers? Les Français détenteurs de visa de travail pourront-ils toujours sortir et entrer sur le territoire russe? Les citoyens russes n'étant pas mobilisables pourront-ils aussi voyager à l'étranger? Alors pour ce qui est des citoyens français et autres de l'Union européenne, des États-Unis, je pense, en tout cas pour ce qui est des Français, on n'a rien entendu. Enfin, il n'y a pas de, ils ne sont évidemment pas concernés par la mobilisation et il n'y a pas de projet visant à restreindre leur liberté de mouvement. Il y en a déjà beaucoup par ailleurs. Pour ce qui est des hommes russes théoriquement mobilisables, c'est la grande question. Et on voit fleurir les hypothèses, les rumeurs. Enfin, on n'a pas d'informations fiables, quelques bribes. Il semblerait malgré tout que les personnes concernées par la première vague, c'est-à-dire qui théoriquement ont reçu leur convocation, ces personnes-là fassent l'objet d'interdictions de sortie du territoire et que les listes des personnes concernées soient arrivées dans les aéroports, les postes frontières. Pour les autres, il y a une cacophonie, il y a des demandes. Aujourd'hui, un député de Russie Unie, donc le parti du pouvoir, a exigé que soient fermées les frontières pour tous les hommes en âge de combattre et donc théoriquement mobilisables. Peskov a dit que ce n'était pas à l'ordre du jour, mais on a appris du porte-parole du Kremlin que la vérité d'un jour n'est pas forcément celle du lendemain. Donc, évidemment, il faut être prudent. Si je peux ajouter un commentaire, en fait, on voit parmi les commentaires qu'évoque Arnaud et les théories et les choses comme ça, il y a aussi le sentiment que finalement le chiffre qui a été donné de 300 000 est assez indicatif et qu'en réalité, concrètement, il pourrait s'agir de plus de personnes. Sauf que, comme chacun sait, c'est un objectif qui a été fixé, mais en réalité, on ne sait pas combien de personnes ont été appelées. En tout cas, c'est un sentiment qui transparaît quand on lit les commentaires, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit ailleurs. Si on part de ce principe, si on admet l'hypothèse que c'est pas 300 000, mais que c'est, j'en sais rien, 400, 500, peu importe, quelle serait dès lors l'utilité d'ici quelques jours de fermer les frontières, puisque de toute façon, on va ratisser très large.
ce serait quand même courir un risque de mettre une pression supplémentaire sur la société qui est, à mon sens, un peu peut-être hasardeux. Pour compléter, apparemment, les centres de recrutement, qu'on appelle commissariat militaire ici, ont effectivement ratissé très large, à tel point que nous, on a des témoignages, encore une fois, qui ne sont pas forcément représentatifs, ce n'est pas un échantillon, mais mis bout à bout, ça commence à nous donner une indication. Je pense que les responsables du recrutement veulent se couvrir, être sûrs de faire le quota, et donc ont envoyé des convocations à des gens qui manifestement n'auraient pas dû être convoqués. Et on a des exemples très concrets de personnes qui aujourd'hui sont retournées sur leur lieu de travail. On a aussi d'autres témoignages euh, plus sporadiques, mais qui concernent Moscou, de visites à domicile. Donc tout ça est contradictoire. Comme je le disais, il y a un sentiment de désorganisation. On ne sait pas quel sera le plafond. Je pense aussi que il y a le souhait d'éviter une deuxième vague. Donc peut-être qu'on ratisse large au début pour éviter une deuxième vague qui, elle, aurait beaucoup plus de mal à passer que la première, me semble-t-il. Il y a une ressource que vous pouvez consulter, c'est un Telegram canal qui a connu une croissance exponentielle, vous pouvez en juger. Il n'existait pas la semaine dernière, il compte aujourd'hui 140 000 abonnés. Ça s'appelle Pograniczny Control, contrôle aux frontières, qui relaye un certain nombre de témoignages. Hein. Il n'a pas vocation à expliquer la manière dont les choses doivent et sont censées se passer, mais vous avez des témoignages de tous les points par lesquels aussi bien les aéroports que les fameux gorges du Caucase qui connaissent aujourd'hui des afflux de personnes. Une question compliquée. Est-ce qu'une frappe plus lourde, nucléaire, entre parenthèses, pourrait forcer les négociations? Quelles en seraient les conséquences? L'armée russe possède-t-elle des armes nucléaires légères, entre guillemets? Si oui, pourrait-elle les utiliser afin de geler une partie du front? Moi, je vais commencer par la deuxième. La réponse est oui. Hein. Il y a toute une palette, je ne vais pas rentrer en détail, mais toute une palette d'armements nucléaires qu'on appelle nucléaire tactique ou nucléaire non stratégique ou nucléaire de théâtre, dont la Russie dispose, mais qu'elle a hérité de l'Union soviétique, qu'elle a maintenu, contrairement aux pays de l'OTAN qui, dans les années 90, ont largement, comment dirais-je, défalqué leurs arsenaux, enfin, ont fermé ce type d'armement pour un tas de raisons, je ne vais pas détailler, mais l'OTAN a été doté aussi très largement pendant la guerre froide. Après 91, les pays de l'OTAN ont donc décidé de les sortir de leurs arsenaux. Les Russes les ont conservés, les ont entretenus, les ont développés, les ont maintenus à niveau, et donc on dispose effectivement en nombre. On ne sait pas exactement combien, mais et puis avec différents types j'allais dire, de puissance et de capacité de destruction. L'idée étant effectivement, le cas échéant, de pouvoir être en mesure de les utiliser sur le champ de bataille, ce qui a notamment donné lieu à la fameuse théorie de l'escalade pour la désescalade, avec la théorie que dans un conflit qui opposerait a priori la Russie à des pays de l'OTAN ou à un pays de l'OTAN, eh bien l'usage en premier de ce type d'armes pétrifierait tellement la partie adverse que ça doit provoquer immédiatement la cessation des hostilités dans des conditions jugées favorables aux intérêts de la Russie. C'est un peu la théorie qui est discutée depuis des années par les spécialistes, qu'on espère ne pas voir évidemment à l'œuvre pour juger si elle est vraie ou fausse, hein, mais qui est donc sur laquelle reposent notamment en partie ces armements. Donc oui, elle en dispose. Pour la deuxième question. Pour la première question, fort heureusement, il reste beaucoup d'échelons d'escalade avant d'arriver quand même au seuil d'emploi du nucléaire, même du nucléaire tactique. Parce que le nucléaire tactique, il ne faut pas croire que ce serait juste c'est quand même quelque chose qui est éminemment destructeur. Évidemment, c'est pas une bombe stratégique. L'idée, c'est pas de raser une ville de plusieurs millions d'habitants, mais c'est plutôt de raser en un coup une installation militaire et de causer des dégâts quand même qui sont extrêmement considérables. Et avec des radiations quand même. On a quand même plusieurs échelons d'escalade avant d'arriver là. On en a parlé, je crois, la semaine dernière, ne serait-ce qu'encore sur l'armement conventionnel, sur le type de cible qu'on peut viser. Donc, heureusement qu'on a ça. D'autre part, il y a un article du Financial Times aujourd'hui qui n'est pas inintéressant, dans lequel sont cités des responsables militaires occidentaux, mais je crois principalement américains, qui expliquent dans l'hypothèse où la Russie déciderait de recourir à ce type d'armement, ce qui évidemment serait quelque chose un seuil très gravissime, hein, les États-Unis n'envisageraient pas le recours symétrique à une arme nucléaire, mais envisageraient plutôt une réponse conventionnelle, c'est-à-dire non nucléaire,
Sur quel objectif? On ne sait pas. A priori, les objectifs russes, certains responsables militaires occidentaux sont allés leur commenter en expliquer que ce seraient des bâtiments de la flotte de la mer Noire qui seraient visés. D'autres pensent que ce serait, pourquoi pas, la base de Tartous en Syrie qui serait visée. Bon, il y a des théories comme ça qui circulent, mais ce que je veux dire, c'est qu'évidemment, on rentrerait dans un engrenage funeste et cataclysmique. Si une entreprise ferme, Pavel, après le départ d'un employé clé, qu'est-il prévu? Pour l'instant, les règlements se suivent, ils ne se ressemblent pas tous. On a une rencontre demain au ministère de l'Industrie et du Commerce, justement pour discuter de l'impact de toutes ces mesures sur les entreprises, et notamment liées au risque de faillite et de fermeture faute de bras disponibles. Donc on pourra revenir là-dessus lors de notre prochain débriefing. Merci beaucoup. Alors, je vais lier 3 questions ensemble. Pas une question, mais une information qui dit que le Kazakhstan a indiqué qu'il ne reconnaît pas les résultats du référendum. J'ai vu aussi dans la presse que la Serbie également, qui était pourtant un allié potentiel, ne reconnaîtrait pas non plus. La Turquie non plus. Et là, la question, est-ce que l'attitude de la Chine sur le conflit pourrait changer suite au congrès du PCC? Est-ce que la Chine a dit quelque chose sur l'élection, sur la reconnaissance du référendum? Pas à ma connaissance, je crois que les dernières déclarations, c'était un appel à la cessation des hostilités. Mais bon, ce n'est pas une surprise, hein. De même que très peu de pays ont reconnu l'annexion de la Crimée, encore moins, je pense, reconnaîtront les résultats. Ça, je veux dire, c'est un non-événement quelque part. L'objectif de la Russie n'est pas d'obtenir une reconnaissance internationale de ce qu'elle va proclamer comme nouvelle frontière. Juste sur la Serbie, ça s'explique assez logiquement, c'est la question du Kosovo. Donc pour eux, ils sont évidemment dans de très bonnes relations avec la Russie. Comme tu l'as dit, Gilles, c'est il fait preuve de beaucoup de compréhension à l'égard de Moscou. Et pour autant, ils ont toute l'histoire de la Yougoslavie d'abord, et puis ensuite ils ont la question du Kosovo qui fait que, je vais dire assez logiquement, ils ne peuvent pas reconnaître ces référendums. Et juste pour toujours un trait d'union entre la Serbie et la question d'avant, je rappelle que dans la campagne de bombardement de l'OTAN en 99 sur la Serbie, l'OTAN utilisait des bombes à l'uranium appauvri. Alors, à partir de quand la Finlande et les Pays-Bas vont-ils appliquer leur décision d'interdire l'accès de leur territoire aux citoyens russes? Alors, à ma connaissance, c'est en vigueur depuis lundi dernier, le 19, s'agissant de la Pologne et des 3 États baltes. La Finlande a annoncé vouloir voter une nouvelle législation qui permettra l'interdiction totale aux citoyens russes, en tout cas y compris à ceux qui sont détenteurs de visas Schengen émis par d'autres pays. De fait, la Finlande est en train de se baltiser, si j'ose dire. Elle veut totalement tarir le flux touristique russe. Mais ce n'est pas encore en vigueur. Justement, tu employais le flot touristique, mais est-ce que ça ne concernerait que les visas touristes ou est-ce que ça concernerait tous les visas Schengen? Alors, je ne veux pas dire de bêtises, mais quand je lis les déclarations à la fois des Polonais, des Baltes et des Finlandais, l'idée c'est de ne plus avoir de Russes sur leur territoire, tout simplement. Alors, une question qui nous dit, j'imagine que les hommes russes qui vivent en France ne sont pas concernés, j'imagine, par la mobilisation. On peut penser qu'une partie d'entre eux se trouve en France pour cette raison. Ce matin, les autorités russes ont fait savoir que les personnes en déplacement de courte durée à l'étranger étaient potentiellement concernées, ce qui est sans doute ne va pas les renforcer dans leur désir de rentrer. Mais en tout cas, le fait de se trouver à l'étranger au moment de la proclamation de la mobilisation ne vaut pas exemption. C'est ça le but, le message. Oui, donc, il vaut mieux ne pas rentrer, quoi. Ce serait le comble d'être interdit de sortie du territoire pour être envoyé en Ukraine. Comment vont être équipés ces réservistes? Avec quels véhicules, quels armements? On ne répond pas à ça. Bon. La Turquie a-t-elle commenté l'usage de l'arme nucléaire?
Honnêtement, j'ai pas relevé ni de la part d'Erdogan, ni de son ministre des Affaires étrangères, quoi que ce soit. En revanche, la Turquie a quand même un lien avec le nucléaire, puisque sur son sol, elle abrite des armes tactiques nucléaires américaines depuis la guerre froide, donc les rares armes tactiques que les États-Unis entretiennent encore et qu'ils ont entreposées en Europe, notamment en Turquie, mais aussi en Italie, par exemple. Quelques dizaines d'ogives ça a été un sujet de discussion entre les États-Unis et la Turquie, puisqu'il y avait certains mouvements en Turquie qui demandaient le départ de ces armes du sol de la Turquie. Bon, ça ne s'est jamais fait, hein. Et donc la Turquie conserve encore sur son sol donc ce type d'armement, comme elle dispose sur son sol d'une très grosse base américaine à Incirlik, et comme elle abrite sur son sol le radar de détection du bouclier antimissile américain tourné vers la mer Noire. Donc ça fait partie du jeu à 3 ou 4 bandes de la Turquie de disposer de cartes comme ça et voilà, d'avoir des liens, plusieurs fers au feu, j'allais dire. Pour compléter le propos, si je puis me permettre, la Turquie abrite également un chantier de centrale nucléaire russe. Exactement. Deux témoignages à propos des frontières. Donc, pour info, mon épouse russe est passée à Narval 20 septembre sans problème. Elle a un titre de séjour français, mais 20 septembre, c'était peut-être pas déjà applicable. Voilà. Et les Russes visitant des membres de famille russes résidant en Europe peuvent toujours entrer en Union européenne via l'Estonie. Le ministère des Affaires étrangères estonien est assez clair sur ce point. Donc, bon, peut-être tenter le coup, mais voilà. Alors là, il y a une question ce serait donc une entrée en guerre des USA, j'imagine, c'est en réponse justement à la réponse américaine éventuelle à l'utilisation d'armes nucléaires tactiques. Oui, mais bon, là, donc, on irait dans un engrenage une fois de plus, dont on n'imagine pas les limites et puis la portée, hein, puisque si les Américains répliquent en tirant sur des objectifs russes, je vois pas les Russes rester les bras croisés, et donc il y aurait forcément une réponse côté russe, et là, on part dans un engrenage qui est évidemment apocalyptique. Donc, oui, mais quelque part, ça revient à la réflexion que je faisais la semaine dernière. Souvenez-vous quand je vous expliquais que dans le bruit de fond qu'on a ici, c'est que finalement les Ukrainiens sont pas souverains, c'est pas eux qui prennent les décisions, ils sont complètement dans la botte, enfin à la main des Américains qui leur donnent de l'argent, des armes et qui auraient soi-disant même des officiers de l'OTAN dans l'état-major ukrainien qui planifieraient toutes les opérations, etc., etc. Finalement, ça procède de la même logique pour les Russes que finalement ça sert pas vraiment à grand-chose de discuter avec les Ukrainiens, il faut discuter directement avec les Américains et concerner davantage les Américains pour sortir de cette crise quand le moment de la diplomatie sera venu. Parce que pour l'instant, c'est un peu comme se raconter les uns aux autres le scénario de la poursuite d'Octobre Rouge. Enfin, désolé, il y a une personne qui nous écrit en russe qui nous demande comment brancher la traduction. Il n'y a plus de traduction en russe. Нет больше перевода на русский язык, только по-французски. Les débriefings se font en français exclusivement dans la langue de Molière. Merci beaucoup. La chute de la bourse russe est-elle inquiétante? Cela avait-il été anticipé? Y a-t-il des conséquences probables autres qu'une récession? Les Russes, ça fait longtemps qu'ils ont théorisé ces effondrements à répétition. Ils appellent ça le signe noir, le Черный лебедь. Ça montre que oui, ça fait partie des données et que c'est un marché qui de toute façon a toujours été extrêmement volatile. Et volatile et réduit. Hein. Je crois que les enjeux pour l'économie russe dans son ensemble et donc pour le système politique russe sont bien moindres qu'un effondrement de la bourse américaine, par exemple, où se trouvent les retraites de millions de citoyens américains. Donc ce n'est pas anodin, mais dans le contexte russe, ce n'est sans doute pas le plus inquiétant. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, ça ne me dit rien. Le Kremlin a-t-il réagi à la décision de Kadyrov d'auto-exempter de mobilisation les Tchétchènes? Alors effectivement, Ramzan Kadyrov a fait plusieurs déclarations intéressantes et assez inattendues ces derniers jours. Il y a effectivement celle sur l'auto-exemption. Il a dit que la Tchétchénie ne serait pas concernée, qu'elle ne participerait pas parce qu'elle avait déjà rempli et même dépassé son quota, ce qui n'est pas faux en réalité. Les Tchétchènes ont été mis à contribution avant la mobilisation, dans le cadre de régiments spéciaux, la garde nationale, etc., etc. Et les Tchétchènes ont combattu à Mariupol et à Lysychansk en particulier. Et Kadyrov, je pense, sent la situation.
et veut éviter évidemment ce qui se passe au Daghestan. Et par ailleurs, et là on découvre un autre Kadyrov, peut-être plus politique qu'on ne le pense. Il a également dit, je crois que c'était samedi, que plutôt que de rappeler des réservistes, il fallait envoyer en Ukraine la moitié des Siloviki, c'est-à-dire des gens en uniforme. Alors, il pensait probablement à des policiers, à des gardes frontières, peut-être à des douaniers, enfin à des. Mais ça a surpris et évidemment c'est assez populaire, bien au-delà de la Tchétchénie. Dans quelle mesure c'est praticable, c'est une autre question. On peut objecter que les militaires sont déjà sur le terrain, qu'un douanier n'est pas forcément plus pertinent qu'un réserviste ayant une expérience de combat. Mais le simple fait qu'il conteste la pertinence de la décision de Poutine, c'est encore une fois quelque chose d'intéressant. En tout cas, ça confirme qu'il a des marges de manœuvre. Il y a des choses que seul Kadyrov peut dire en Russie. Alors, on arrive au bout un peu des questions. Une dernière question un peu différente. Il y a quelques mois, vous signaliez la présence de Chinois à Moscou pour, entre guillemets, prendre les places laissées par les Européens. Est-ce toujours le cas? Voit-on vraiment un renforcement des liens économiques avec les Chinois? Il y a plusieurs niveaux et des phénomènes assez contradictoires. Là aussi, et des narratifs qui s'opposent. On peut lire très régulièrement dans la presse américaine des articles sur le reflux chinois de Russie, Huawei qui ferme ses magasins, etc., ou qui rapatrie des choses au Kazakhstan, ce qui est partiellement vrai. Je confirme qu'on a entendu ça de la part de l'ambassadeur chinois, donc c'est pas n'importe qui. Il y a une forme d'attentisme, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas en embuscade. Et puis il y a par ailleurs, et ça c'est une autre question, un renforcement des liens économiques, oui, et ils sont parfaitement visibles dans les statistiques. Donc la Chine voit ce qui se passe, considère les opportunités. Parmi les opportunités, il y a l'achat d'hydrocarbures à prix cassé, elle ne s'en prive pas. Pour ce qui est des grands groupes, notamment des groupes présents aux États-Unis, c'est un peu les mêmes problématiques que pour nous. Évidemment, ces groupes veillent à ne pas s'exposer des sanctions secondaires américaines. Et par exemple, ce que l'on observe dans le secteur pétrolier, c'est que les groupes pétroliers russes qui cherchent à remplacer les grands traders, les Trafigura, les Vitol, et qui cherchent des clients en Chine, eh bien, on voit des contrats maintenant avec des acteurs chinois de second rang que personne ne connaît parce qu'ils ne sont pas présents en Europe et aux États-Unis, mais qui sont quand même assez gros puisqu'on parle de la Chine. Et donc on voit comme ça des Rosneft, des Lukoil signer des contrats avec des raffineries, des entités qui sont totalement inconnues au bataillon. Je pense que ça fait partie de ces stratégies intermédiaires, en tout cas en attendant que le conflit se termine. Plus peut-être que les Chinois, les Turcs avancent leur pion sans aucun scrupule et sans attendre, sans crainte de s'exposer. Là aussi, souvent parce que ce ne sont pas des groupes qui ont des intérêts aux États-Unis. On le voit dans le BTP, on le voit dans l'automobile. Les Turcs n'attendent pas et très souvent, lors de cessions d'actifs par les Occidentaux, bon, il y a évidemment les managements locaux qui rachètent, mais les Turcs sont aussi souvent impliqués dans ce type de transactions. Si je puis me permettre juste une chose, Oui. sur les Chinois, ils commencent à investir très largement dans l'industrie automobile et notamment dans les pièces détachées. Et on ne le voit pas encore complètement, mais ils devraient remplacer un certain nombre de pièces détachées, notamment comme les ABS et des choses comme ça, qui manquent aujourd'hui à la Russie, mais qu'ils vont fournir. Donc, on devrait assister à une invasion de véhicules chinois à un moment ou à un autre, et surtout des véhicules russes fabriqués avec des pièces chinoises. Merci, Président. J'allais justement saluer tous nos auditeurs de ta part, donc tu peux le faire directement, c'est bien. Je salue également la présence parmi nous au retour à Moscou d'Anne Koldéfi, qui a été notre soutien pendant les vacances en nous donnant des listes de lecture particulièrement intéressantes, et je suis sûr que tout le monde en a profité. Voilà, un petit, voilà, toujours magnifique. Très bien, je vais passer maintenant la parole au directeur Chinsky qui va nous dire les choses essentielles.
guise de conseil de lecture, un conseil de film. Les Chinois à Paris de Jean-Yann, un film toujours d'actualité. Le QG des troupes d'occupation chinoise aux Galeries Lafayette, enfin tout un tas de situations bien réelles que nous nous apprêtons peut-être à vivre euh, à Moscou, plus près de leurs frontières. Euh, Afin d'assurer un fonctionnement continu et régulier de nos entreprises, nous avons décidé de créer un groupe de travail sur la mobilisation partielle qui va se réunir la première fois ce vendredi et dans lesquels nous allons travailler ensemble d'arrache-pied sur tout ce qu'il est possible de faire afin d'améliorer la situation de nos entreprises dans ce contexte pour le moins particulier et en tout cas exceptionnel et inédit. Vous pouvez en tout cas faire part de vos questions, de vos problématiques sur la hotline qui sert justement à ce type d'interaction avec les auditeurs. Notre prochain briefing, nous avons, alors excusez-nous encore, hein, ces briefings sont sautillants un petit peu comme des insectes asiatiques. Nous avons décidé de le reporter à vendredi parce que nous attendons justement un certain nombre d'annonces, peut-être, et donc de toute manière, nous avons toujours sur notre slider updaté chaque jour la date du prochain briefing. Et comme je le disais tout à l'heure à notre auditeur russe, aujourd'hui, nous faisons ces briefings qu'en français. Par contre, vous pouvez toujours les retrouver sur notre fil YouTube. Vous tapez sur YouTube CCI France Russie et vous trouverez très rapidement nos visages, voilà, et nos briefings, plus de 80 au jour d'aujourd'hui. Pour le reste, vous connaissez les autres moyens de nous joindre, le fil Telegram, la hotline, Twitter, LinkedIn, etc., etc. Tout sauf TikTok au jour d'aujourd'hui, mais peut-être qu'un jour nous y passerons également. C'est tout pour aujourd'hui. Tenez bon, passez une bonne semaine et puis surtout n'hésitez pas à nous solliciter sur des problématiques urgentes. Merci Pavel. Donc effectivement, notre excellent service de presse vous tiendra au courant des éventuelles modifications du briefing via tous les réseaux sociaux. Et comme d'habitude, on peut vous assurer que la Chambre de commerce France-Russie se tient à vos côtés. À bientôt.